La mort violente de George Floyd aux États-Unis a suscité une vague d'indignation dans le monde entier. Ici, en Belgique, le mouvement Black Lives Matter a cristallisé les tensions qui étaient relatives au symbole de la colonisation, à commencer par la figure de Léopold II. Une commission parlementaire vient d'être mise en place et elle pose une question fondamentale. Comment représenter le passé quand il continue de diviser? C'est précisément cette question-là qui sert de fil rouge à l'ensemble de mes recherches depuis 20 ans. Je suis philosophe et politologue et je conçois la recherche, mais la vie d'ailleurs aussi, comme un jeu de piste. Alors ce soir, je vous emmène en promenade. Le point de départ de cette promenade, c'est une thèse qui a été consacrée aux usages de la mémoire dans les relations internationales. J'avais travaillé sur le cas franco-allemand d'une part et franco-algérien d'autre part. Mais ce n'est que 10 ans après cette thèse que j'ai fondamentalement compris pourquoi j'étais passionnée par le sujet. Je découvre à l'époque, après de longs détours, une part secrète de mon histoire familiale. Un ancêtre assassiné, son corps brûlé, laissé sans sépulture donc, et un gouffre qui s'étend sur plusieurs générations. Je comprends à l'époque, dans ma chair, qu'après une guerre, on ne compte pas en années, mais en générations. C'est bien de génération en génération que se transmettent non seulement les récits, les silences, mais aussi les émotions. Culpabilité, honte, ressentiment, tristesse, humiliation. Les cas les plus tragiques que j'ai pu observer au cours de mon terrain concernent des situations où ce type d'émotion a été transmis sans le texte, sans les explications, sans les récits. Autant de situations où, comme l'écrivait Victor Hugo, les morts sont les invisibles, ils ne sont pas les absents. Ce questionnement, il n'est pas uniquement crucial dans les zones post-conflit lointaines, les Balkans, l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique du Sud, et j'en passe. Il est aussi crucial ici, en Belgique. Et c'est la deuxième étape de notre jeu de piste. Non pas ma petite histoire, mais l'histoire de la Belgique, que je conçois ici comme un millefeuille mémoriel. Et 3 épisodes me semblent particulièrement emblématiques de ce millefeuille. Chacun d'entre eux m'a touchée sur le plan personnel. Première couche de ce millefeuille, je l'ai déjà évoqué, la colonisation. Alors juste une anecdote. Je suis à Kigali avec un ancien doctorant dans un quartier un peu éloigné du centre et nous croisons par hasard une dame qui a l'air assez âgée. Elle se tourne vers nous et elle me lance quelques mots en Kinyarwanda. Je ne comprends pas ces mots. Je demande avec insistance à mon doctorant ce que signifient ces mots. Ils sont tranchants. Retourne chez toi, il est déjà trop tard. Perçue comme touriste, blanche, belge de surcroît, le propos n'est finalement pas tout à fait inadéquat. Il ouvre une brèche. Deuxième couche du millefeuille, très différente, la collaboration, pendant la Première et surtout la Seconde Guerre mondiale. Et ici encore, c'est une rencontre qui me frappe au cours d'une recherche que nous menons auprès de familles flamandes et francophones, marquées par la collaboration. Un homme d'une 60aine d'années m'explique en souriant qu'il adorait son grand-père. Il me dit combien il était présent, combien il aimait jouer avec lui. Et puis son regard s'assombrit
il devient tout triste et il me précise que ce même grand-père était aussi un grand collaborateur. Après un long silence, il m'explique que depuis qu'il connaît la vérité sur ce passé, il ne parvient plus à se connecter avec celui qui était à la fois ce grand-père attentif et ce complice de l'irréparable. Alors, troisième couche de ce millefeuille mémoriel qu'est la Belgique, encore tout à fait différente des précédentes, l'immigration. Sur le plan mémoriel, l'immigration est à l'origine, pour des générations de Belges, d'une forme d'absence. Ici, c'est l'interpellation d'un jeune voisin à Schaerbeek, là où je vis, qui me permet d'illustrer mon propos. Nous sommes sur le trottoir, il me demande ce que je fais comme métier, j'essaie de lui expliquer, il comprend tout de suite, et il me questionne, m'interrogeant, mais pourquoi on ne parle jamais de mes ancêtres à moi quand je suis à l'école ? Alors en citant ces trois phénomènes, je ne cherche absolument pas à les comparer, cela n'aurait aucun sens. Je cherche à rapprocher des expériences qui sont symptomatiques d'un passé qui ne passe pas. L'objectif des recherches que nous menons en équipe avec des psychologues, avec des historiens, c'est de préciser les conditions qui permettent de digérer ce passé et dès lors de déverrouiller l'avenir. Alors vous le pressentez, ces recherches ne sont pas du tout théoriques. Sur le plan individuel, il s'agit de décharger les épaules d'une génération, d'une jeunesse qui ne trouve pas toujours sa juste place et qui ploie souvent sous le poids, sous le joug d'émotions qui ne sont pas les siennes. Sur le plan politique, il s'agit de coexister et d'avancer. Alors continuons notre jeu de pistes et je me tourne à présent vers chacun d'entre vous. Qu'est-ce que ceci peut représenter pour vous ce soir ? Je vous explique. Nos recherches portent sur l'articulation entre deux grands phénomènes. La mémoire officielle d'une part et la mémoire individuelle d'autre part. La mémoire officielle, elle reprend l'ensemble des représentations du passé qui sont mises en exergue par les autorités officielles sur la scène politique. Les mémoires individuelles comprennent nos souvenirs à chacun, qu'ils aient été vécus ou transmis. Ces deux phénomènes interagissent l'un avec l'autre, ils ont pourtant leur logique propre. Lorsque des autorités officielles tentent d'influencer nos souvenirs à chacun par le biais des manuels scolaires, des musées, des commémorations, ils ne parviennent pas à imposer un message. Donc lorsque nous sommes exposés au discours officiel, nous co-construisons le message qui nous est transmis. Ce qui veut dire que nous ne nous réduisons pas à de purs réceptacles. Nous avons donc un rôle à jouer. Alors, vous me direz, mais pourquoi ne pas laisser le passé ? Cela nous permettrait de nous concentrer sur les défis d'aujourd'hui, et il y en a bien assez. Pourquoi faut-il travailler précisément là où ça fait mal ? Les recherches qui sont menées sur plusieurs générations, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, démontrent qu'un passé conflictuel ne s'apaise pas simplement avec le temps qui passe. Alors certes, le temps est une condition nécessaire pour prendre du recul et puis pour explorer les zones les plus sombres du passé. Mais le simple fait que le temps passe ne permet pas de digérer le passé. Bien que les événements dont il s'agit puissent parfois remonter à plus de 3/4 de siècle, les émotions, quant à elles, demeurent souvent à vif. Dans la grande majorité des cas, une forme de travail conscient
semble nécessaire pour parvenir à vivre avec le passé et non pas sans le passé ni contre le passé. Alors, que faire ? Tenter, comme le disait Marguerite Yourcenar, de garder les yeux ouverts. Les faits du passé sont certes ineffaçables. Personne ne peut faire que ce qui s'est passé ne soit pas advenu. Mais le sens que nous donnons au passé n'est quant à lui jamais fixé une fois pour toutes. D'où l'importance d'un travail de mémoire qui permette de reconnaître ce qui doit l'être et qui permette surtout d'avancer. Le but d'une telle démarche est de renoncer à une posture de surplomb. Peut-être faut-il descendre de son piédestal pour raconter autrement l'histoire, pour la raconter aussi du point de vue de l'autre. À cet égard, aucun groupe porteur de mémoire ne peut être exclu de prime abord. Le travail de mémoire reste donc en ce sens toujours le travail des mémoires avec de nombreux S. Donc le travail de mémoire fait souvent peur. Jusqu'où nous faut-il remonter ? Faut-il que nous remontions jusqu'aux Romains ? N'allons-nous pas, dans le fond, favoriser la polarisation des communautés en présence ? Après 20 ans de recherche sur 3 continents, il apparaît que c'est le déni qui ronge petit à petit une société. Le caractère non consensuel des souvenirs en présence n'est pas à regretter, je crois. Il révèle au contraire la vitalité de la mémoire. Une mémoire qui n'est plus conflictuelle est souvent une mémoire qui ne fait plus sens. Pour moi, le travail de mémoire ressemble à une marche en montagne. C'est souvent lent, c'est long. Il y a de nombreux passages ardus, mais les efforts consentis permettent un élargissement progressif de l'horizon et ils permettent d'accéder à des vues qui sont presque inespérées. Le but ultime de la démarche, c'est de passer de souvenirs qui sont incompatibles. C'est le cas lorsque le héros d'un groupe est le criminel de l'autre. Passer donc de souvenirs incompatibles à des souvenirs qui sont divergents. Je n'ai pas dit à des souvenirs identiques, ce serait trop ambitieux. À cet égard, c'est peut-être le mode polyphonique qui permet le mieux de construire des ponts entre nos souvenirs. Et pour y parvenir, je convoque, si vous le permettez, Jean-Sébastien Bach, le maître du contrepoint. Plus une seule voix qui s'impose, les autres voix étant reléguées au rôle du métronome ou de l'accompagnement. Mais plusieurs voix conjuguées qui basculent le long des portées. Un dialogue incessant, une négociation sans puissant, quel que soit notre domaine, quel que soit notre instrument, quel que soit notre rythme, créer des liens. Pour honorer les morts, tout en faisant une place aux vivants. Respirer, se redresser et s'élancer.